passer au topo suivant, le professeur Isabelle Constant, qui va nous parler des nouvelles recommandations publiées récemment sur l'organisation de l'anesthésie pédiatrique. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir à Bordeaux. Ok. Donc, j'ai le plaisir de vous parler de ces fameuses recommandations qui ont été établies en 2023. Pourquoi on a eu cette idée finalement, cette idée bizarre? On a eu cette idée bizarre parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de textes qui étaient relativement anciens, qui dataient du début des années 2000 et qui donnaient quelques précisions quant à l'organisation d'une part de l'anesthésie pédiatrique, par exemple le SROS 3 qui était paru en 2004, et puis il y avait aussi un texte de la DARPEF des années 2000, essentiellement sur le matériel et l'organisation, et puis sont arrivées dans la littérature, d'ailleurs Karine en a cité une, des études de morbimortalité européenne, mais aussi internationale, c'est-à-dire il y en a eu beaucoup aussi aux États-Unis, qui ont mis en évidence un certain taux de mortalité, mais surtout de morbidité, et surtout qui ont mis en évidence de façon assez claire, et dans plusieurs études, un certain nombre de facteurs de risque d'arrêt cardiaque ou de complications respiratoires. Donc ces facteurs de risque, vous les connaissez tous, ils apparaissent de façon très claire dans la littérature. C'est l'âge avant tout, le moins d'un mois bien sûr, mais aussi le moins d'un an, voire le moins de 3 ans pour les complications respiratoires, les enfants qui ont des comorbidités, les ASA 3 et plus, la chirurgie cardiaque ou ORL, qui est particulièrement génératrice de complications respiratoires, bien sûr des états préexistants tels que l'hyperréactivité bronchique, et puis une notion importante, c'est l'expérience du médecin anesthésiste en anesthésie pédiatrique et son volume d'activité. Donc, d'ailleurs, à la suite et dans le même temps, sont apparues quelques recommandations internationales. Et en parallèle de ça, il y avait aussi des nouveautés dans les prises en charge, par exemple les vidéolaryngoscopes, etc., qui n'étaient pas finalement insérés dans les conduites à tenir anciennes. Donc, l'ASFAR et la DARPEF, ainsi que différents experts qui étaient issus de milieux d'exercice différents, c'est-à-dire qu'on avait un panel de médecins anesthésistes, notamment donc Karine et puis Mathilde qui coordonnait ces recommandations. Eh bien, on a travaillé. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait beaucoup à l'époque, avant plutôt, des praticiens qui venaient nous voir tous individuellement en disant mais quand est-ce qu'il va y avoir des textes qui nous permettent de savoir si on fait bien d'une part, si l'organisation est correcte, etc. Ce qui est important, c'est que, comme vous le savez, comme souvent en pédiatrie, il y a une littérature qui n'est pas forcément à base d'études randomisées contrôlées, et donc le niveau de preuve est difficile à grader. Et dans ce contexte, dans le contexte de nos recommandations, ce sont des recommandations de pratique professionnelle et non des RFE formalisés d'experts. Et donc on ne dit pas les experts où il faut faire ceci, il faut faire cela. On dit les experts suggèrent. C'est une notion qui est importante, au moins en termes de méthodologie. Et nous étions accompagnés par le comité des référentiels cliniques de l'ASFAR, qui s'assurait que la méthodologie était correcte. Donc dans ces recours, finalement, il y a très peu de choses nouvelles. Il faut savoir que la plupart des choses étaient déjà écrites, notamment dans le SROS 2004. On a repris la différence des hôpitaux, la différence d'exercice des hôpitaux. Vous savez qu'on distingue les hôpitaux de proximité, c'est-à-dire ceux finalement où on peut faire de la chirurgie pédiatrique de plus de 3 ans et du plus d'1 an en ambulatoire. Les hôpitaux spécialisés, ceux-là, de façon très basique, je vous résume ça, eh bien, on pourra faire du moins d'1 an à partir du moment où on aura eu une autorisation et où il y aura éventuellement une réanimation pédiatrique. Et surtout, il y avait l'importance du réseau était largement soulignée dans le SROS, et c'est également le cas dans les RPP actuels. Et puis déjà, à l'époque, il y avait la notion de compétence. Alors cette notion de compétence, elle est un peu laconique parce que c'est un mot. Néanmoins, elle était déjà évoquée en termes de pratique régulière et de volume d'activité sans qu'il y ait de précision au-delà de ça. Et par ailleurs, cette compétence, elle est valable non seulement pour l'anesthésie, mais également
pour la chirurgie. Donc le premier point qui était aussi présent dans le SROS, c'est que cette activité pédiatrique, elle doit être distinguée dans les structures de celle de l'adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'idéalement, il faut une salle dédiée à l'activité pédiatrique, ou en tout cas, au minimum, un chariot pédiatrique où on met tout le matériel pédiatrique, et il faut regrouper les enfants, même au bloc opératoire. Et ce regroupement d'activités pédiatriques, c'est également valable pour les praticiens, c'est-à-dire qu'on suggère de créer une équipe dédiée à l'anesthésie pédiatrique. Pourquoi? Simplement pour avoir la possibilité de maintenir un certain volume d'activité, une activité régulière qui vous permette de maintenir les compétences. Et puis, on a aussi précisé qu'il fallait un recueil d'incidents critiques. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur sa pratique de façon à pouvoir analyser et modifier. Donc, on a, dans ces recommandations, défini 3 catégories d'âge. On n'a pas inventé grand-chose, en fait. Ces catégories d'âge, elles sont distinguées en fonction du niveau de risque. Et ce niveau de risque, il est issu, comme je vous ai dit précédemment, des données de la littérature en termes de mortalité, d'arrêt cardiaque ou de morbidité. Donc on a distingué les moins d'1 an qui ont clairement un risque respiratoire et cardiovasculaire qui est augmenté, qui, un peu comme les ASA 3 et plus. Les 1 à 3 ans, c'est une population spécifique qui se caractérise par un risque respiratoire augmenté parce que c'est une population dans laquelle il y a fréquemment une hyperréactivité bronchique et comme vous l'a parfaitement bien dit Karine, c'est source de complications pendant l'anesthésie, laryngospasme, bronchospasme, c'est les plus connus, désaturation, etc. Les enfants de 3 à 10 ans, là le risque est moindre, mais ça reste de l'anesthésie pédiatrique. Et puis on a dans ces recommandations distingué les plus de 10 ans, considérant que cette population finalement obéissait aux mêmes critères, au même niveau de risque que les adultes sains, évidemment pas ceux de 80 ans. Voilà, donc ça c'est les catégories d'âge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des points principaux de ces recos, c'est que d'une façon générale, le médecin anesthésiste réanimateur qui va prendre en charge un enfant, il doit être compétent en anesthésie pédiatrique. Donc c'était déjà écrit, mais la compétence n'était pas vraiment précisée. C'est peut-être ça qu'on a introduit de façon plus précise. Compétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire, 1, j'ai été formé, donc j'ai eu une formation initiale et j'ai une formation continue qui me permette d'entretenir mes connaissances, à la fois ma pratique, mais aussi mes connaissances théoriques. Et 2, j'ai une pratique régulière, parce que c'est comme ça qu'on entretient sa formation, finalement, sa compétence pratique. Donc la pratique régulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum une demi-journée par semaine. Il faut savoir que dans le SROS, c'était déjà marqué pratique régulière hebdomadaire. Là encore, on n'a pas inventé grand-chose. Donc, ça se traduit comment, ça, en termes d'organisation au bloc opératoire? Eh bien, ce qui a été suggéré par les experts, c'est que pour les moins d'1 an et les enfants ASA 3 ou plus, eh bien, il fallait 2 professionnels d'anesthésie compétents en anesthésie pédiatrique, dont un médecin anesthésiste réanimateur, et que ces 2 professionnels d'anesthésie compétents en anesthésie pédiatrique devaient être dédiés au cas. Autrement dit, ils ne sont que dans cette salle. Pour les 1 à 3 ans, cette fois-ci, là, ce qu'on demande de façon globale, c'est 2 professionnels d'anesthésie compétents en anesthésie pédiatrique, dont un médecin anesthésiste réanimateur, mais il n'y aura qu'un professionnel dédié, avec, dans ce cas, 2 possibilités d'organisation. Soit c'est le médecin anesthésiste réanimateur qui est dédié, mais il doit avoir la possibilité d'un recours immédiatement disponible. C'était déjà écrit dans le décret de 94, de toute façon. Immédiatement disponible et identifié au préalable. Et puis, s'il y a un risque particulier, on conseille une induction à 2. La deuxième possibilité, c'est que le deuxième professionnel, que ce soit le deuxième professionnel et non pas le médecin anesthésiste réanimateur qui soit dédié au cas, c'est typiquement une IAD, une ou un IAD dédié à la salle. Et évidemment, il faut que le médecin anesthésiste réanimateur soit immédiatement disponible et présent à l'induction et au réveil. Bien sûr, le choix
entre ces deux possibilités repose sur le praticien qui prend en charge l'enfant. C'est à lui de choisir, ce n'est pas ni au directeur, ni au chirurgien, par exemple. Pour les 3 à 10 ans, c'est finalement la même chose que les 1 à 3 ans, sauf que la deuxième personne, eh bien, il n'est pas requis qu'elle ait une formation et une pratique régulière en anesthésie pédiatrique. Voilà la nuance. Donc, si je résume, là, finalement, sur cette diapositive, vous avez tout ce que je vous ai dit et résumé. Les RPP, c'est ça. Alors, il y a des choses, évidemment, un petit peu plus précises, mais on n'a pas le temps de tout détailler. Donc, on a fait ces RPP pour tous les médecins anesthésistes réanimateurs qui pratiquent l'anesthésie pédiatrique. Pourquoi ? Eh bien, pour offrir des conditions sécurisées, bien sûr, à l'enfant, mais pas qu'à l'enfant, aussi aux médecins anesthésistes réanimateurs. L'organisation régionale que je n'ai pas détaillée, mais qui est très importante dans le contexte de ces RPP, la notion de réseau, de centre de proximité, de centre référent, etc. Ensuite, le matériel, je n'ai pas détaillé non plus, bien sûr, il faut du matériel adapté à la taille de l'enfant. Ça, on s'en doute, ça paraît évident, encore fallait-il l'écrire. L'organisation en RH, c'est ce que je viens de vous décrire sur la diapo précédente. La notion de compétence, elle est essentielle, vous l'avez parfaitement compris. Ces 2 piliers, formation et activité régulière. Et puis finalement, ces RPP, eh bien, elles conduisent les praticiens à avoir une réflexion sur leur pratique concernant l'anesthésie pédiatrique et puis une réflexion concertée avec les chirurgiens, parce qu'on peut discuter des indications, on peut établir le parcours patient, qu'est-ce qu'on fait en cas de complications, etc. Et puis aussi avec les directeurs d'établissement, puisque ça conduit globalement les gens à se poser un certain nombre de questions sur leur pratique. Voilà.